Bonjour, vous allez bien? Ça va, vous n'avez pas trop froid? Ouais, c'est un peu galère là. C'est le seul truc qu'on n'avait pas prévu. Je suis désolé, je suis désolé. Mais on va essayer de vous réchauffer le cœur avec cette magnifique table ronde. Tout d'abord, bienvenue. Du coup, ce qu'on vous propose de faire au cours de cette fabrique, ça va être de parler un petit peu du public en bande dessinée. Et on a décidé d'inviter 3 personnes au parcours très très différent. Donc nous avons Théo, nous avons Marie et nous avons Marc. Et ce que je vous propose, ça va être de scinder cette table ronde en 3 parties où on va essayer de parler un petit peu de la présentation des parcours des auteurs dans un premier temps par eux-mêmes. Ensuite, on passera à une phase où on va vous donner des conseils pour débuter en bande dessinée, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. En tout cas, on va essayer. Et enfin, on parlera un petit peu du rapport au public en 3e. Est-ce que ça vous va? De toute façon, je n'ai pas d'autres programmes, j'espère que ça vous va. Ouais, ok, ça marche. Du coup, on va commencer par Marc Dubuisson. Marc Dubuisson que vous connaissez peut-être, qui a une formidable exposition dans cette halle. J'espère que vous êtes allé voir l'expo Anna et l'Entremonde. Ah, il faut y aller, elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Ouais. Et les originaux sont absolument géniaux. Du coup, ouais, allez-y, ça en jette, ça en jette. Alors, Marc Dubuisson, en quelques albums, ça donne ça. En quelques blagues, ça donne ça. Je vous laisse un petit peu le temps de lire. Bonjour Marc, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, impeccable. Alors Marc, dis-nous tout. Nous, on veut tout savoir sur comment tu es tombé dans la bande dessinée, connaître un petit peu ta formation, tes éventuelles études en bande dessinée, mais je crois que c'est pas trop le cas. Vas-y, dis-nous. Non, effectivement. Moi, j'y suis tombé un peu par hasard dans la bande dessinée. Ce que j'aimais à la base, c'était surtout écrire des histoires. Et au début, je me destinais plus à l'écriture télévisuelle. Donc j'avais envie de bosser sur des programmes courts. Quand j'étais ado, il y avait des trucs du genre Caméra Café, Camelot, etc. Et c'était un format que j'aimais beaucoup, en fait, avec de la punchline régulière. Mais en fait, la production télé, c'est hyper compliqué déjà d'y rentrer. Et puis après, il y a des histoires de budget et tout. Ça allait pas du tout pour moi. J'étais trop impatient. Et est arrivée l'époque, vers 2004-2005, de ce qu'on a appelé les blogs BD. Qui étaient des espèces de petits sites perso où on racontait un peu son quotidien par l'intermédiaire de bandes dessinées. Et je me suis dit, bah tiens, ça c'est un moyen hyper rapide en fait de raconter mes petites histoires. Et même si je ne sais pas spécialement dessiner, je vais quand même essayer de trouver un moyen de les raconter. Et c'est comme ça que je suis tombé dedans au début, totalement en termes de loisirs, sans vouloir en faire mon métier. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à me prendre un peu plus au sérieux sur ma manière de travailler, sur ce que je voulais montrer. Au début, on fait un dessin, puis on le poste. Et puis à un moment donné, en fait, on réfléchit à ce qu'on va poster. On travaille un peu plus sur ce qu'on va mettre. Et c'est comme ça que j'ai commencé à devenir un peu plus auteur de BD pro. Donc, tu n'avais pas encore de formation, par exemple, sur l'écrit, tu avais déjà Non, en fait, études, j'ai fait 1 an d'infographie que je suis même pas allé jusqu'au bout parce que j'étais beaucoup trop impatient. En fait, j'avais besoin d'apprendre sur le tas. Ça m'a juste servi à utiliser les logiciels habituels de traitement d'images, Photoshop, etc. Et donc, le blog a commencé. J'ai un blog qui a commencé à prendre un petit peu d'ampleur. C'était un blog qui racontait l'histoire d'un suicidaire qui parlait à Dieu. Ça s'appelait la nostalgie de Dieu. Et en fait, à la fin de ce blog-là, j'ai eu la chance. Ouais, j'ai eu la chance d'avoir une personne d'une maison d'édition qui m'a contacté et qui m'a dit est-ce que tu serais OK qu'on publie ton blog en livre? Donc j'ai réfléchi à peu près un quart de seconde et j'ai dit oui, évidemment. Et c'est comme ça que c'est parti. À partir du moment où on a son premier livre qui est sorti, tout de suite, il y a une espèce de légitimité un peu plus forte auprès du public, auprès des éditeurs, même si pour soi, ça reste encore compliqué. C'est très long de se sentir un peu légitime dans ce milieu-là. Et oui, ça te faisait une sorte de carte de visite, en gros, le livre. Absolument. Et le fait, en fait, d'avoir le blog qui était sur Internet, donc en fait, j'ai laissé le blog alors que l'album était sorti. Il y avait quelques inédits dans l'album, mais le blog était toujours sur Internet. Quand on fait du dessin comme ça, de façon un petit peu indé, ça permet en fait de montrer son travail au public. Les gens vont découvrir l'album, même s'il n'est pas forcément en librairie.
Et ça, c'est hyper important parce que c'est très dur de rester visible en librairie. Et grâce à mon blog à l'époque et puis maintenant à Instagram, les gens peuvent continuer de découvrir mon travail. Ok. Et du coup, petite question, en 2004, du coup, c'était ton premier blog. Un pied, c'était en quelle année? Donc c'était en 2005 que j'ai commencé. C'était, oui, j'avais trouvé un pseudo à la con. Il fallait bien trouver un pseudo pour faire mon blog et je me suis dit un pied comme ça. Quand on dessine comme un pied, je serai ce fameux un pied qui dessine très mal, mais je serai le meilleur des mauvais dessinateurs. Donc voilà, déjà je mettais quand même la barre très haut. Mais du coup, à l'époque, il y avait déjà beaucoup de blogs BT? Vous étiez Oui, peu, ouais, non? ça a commencé pas mal. Il y avait le blog, il y avait Boulet, il y avait il y avait déjà Ménaka, il y avait Frantico, enfin Louis Trondheim qui avait fait le blog de Frantico. Enfin, il y avait pas mal de trucs qui avaient déjà beaucoup de succès en fait. Ok, très bien. Et du coup, à partir de quel moment tu as commencé à te tirer un salaire? Parce que là, du coup, tu as sorti La Nostalgie de Dieu. Donc là, c'était la carte de visite. À partir de quel moment, par exemple, tu as vécu de ton métier? Alors, donc la Nostalgie de Dieu, elle est sortie en janvier 2009 et je vis entièrement de la bande dessinée depuis janvier 2017. Ok, donc faut s'accrocher un peu. Hein. Ouais, donc j'avais un boulot à côté. Qui n'avait rien à voir avec, Pardon, avec la bande dessinée. qui n'avait rien à voir avec la bande dessinée, mais qui m'a pas mal servi de source d'inspiration. Mais jamais je pensais en fait pouvoir en vivre. Je me suis toujours dit des bons hommes bâtons, je pourrais pas en vivre quoi. Il faut aussi dessiner pour la presse. C'est hyper utile de dessiner pour la presse parce que ça fait des revenus assez réguliers. Jamais un journal sérieux va publier des bons hommes bâtons. Et puis finalement ça s'est fait. Voilà. Donc vous avez un extrait, n'hésitez pas à nous interrompre d'ailleurs si jamais vous avez des questions à poser sur la carrière de Marc Dubuisson. Non, ça va? Levez la main. Et maintenant, tu te diriges plutôt vers la carrière de scénariste et tu continues en même temps les bonhommes bâtons? Les deux, oui, c'est ça. Je continue à faire des BD en solo, mais j'ai aussi besoin de changer un peu d'univers. Et je sais que mon style va très bien avec ce que je raconte habituellement, mais quand je veux faire de l'aventure, j'ai besoin de quelqu'un qui sait vraiment dessiner de l'aventure, qui fait du mouvement, qui sait changer de cadre, qui n'a pas toujours le même angle de vue sur chaque case. Donc, mais voilà, c'est une cour de récré, quoi. Et n'hésitez pas à lire les albums de Marc Dubuisson, c'est un orfèvre de la punchline, comme je le disais Merci. auparavant. Bonjour Marie. Bonjour. Ça va Marie? Oui, ça va, ça va. Alors Marie, moi je dois te confesser que j'ai découvert un petit peu ton travail grâce à la préparation de cette table ronde et j'en suis absolument ravi. Je suis tombé sur Il y a longtemps que je t'aime, j'ai pris une énorme claque. J'ai vraiment adoré, du coup il faut absolument lire Il y a longtemps que je t'aime. C'est bourré de philosophie, c'est à la fois drôle, c'est touchant, enfin c'est chapeau. Merci Ouais, beaucoup, merci. Vraiment. Alors du coup, tu viens d'où toi? C'est quoi ton parcours? Alors, moi je viens de la région toulousaine et j'ai commencé par un lycée artistique à Toulouse. Ok. Et ensuite je suis partie faire de l'illustration à Paris pendant 2 ans. Et après j'ai fait une autre formation qui avait rien à voir à multimédia. Et ensuite je me suis lancée en tant qu'illustratrice assez vite après mes études. Ok. Donc mes études c'était à l'école Estienne à Paris. Voilà. Et pareil, l'envie de faire de la BD, alors ça vient 100% des blogs BD aussi. Je lisais un peu Spirou, mais en fait, il y avait les blogs BD qui s'intégraient à Spirou quand j'étais ado. Et donc, c'est là que je me suis rendu compte qu'on pouvait faire de la BD en partant de choses très simples comme sa vie et raconter des trucs très accessibles et qu'on n'était pas obligé de partir directement sur des grandes aventures. Et je lisais La Nostalgie de Dieu, bien sûr. Ouais. Et donc voilà. Et ensuite, moi j'ai quand même un parcours où pendant longtemps, j'ai plutôt fait de l'illustration. Hein. À la base, pas à la base, mais je vis de l'illustration beaucoup plus que de la bande dessinée. Encore actuellement? L'année dernière, j'ai fait que de la bande dessinée, mais c'était la première année de ma vie. Sinon, Ok. moi je travaille énormément pour la presse, pour la littérature jeunesse. Donc j'aime lire, Astrapi, ce genre de trucs. Voilà, c'est... Ok. Et ce qui est marrant par rapport au parcours de Marc, c'est que toi, du coup, vous en êtes arrivés tous les deux à avoir vachement d'activité sur ce qu'on appelle les réseaux, ce que les boomers comme moi appellent les réseaux. Et à la fois, tu viens aussi d'une formation plutôt classique avec une formation artistique d'école, quoi.
Ouais, carrément. Mais c'est grâce au réseau à la base, alors c'était des blogs à l'époque, mais c'est grâce au réseau que j'ai vu qu'il y a des gens qui étaient illustrateurs et qui en vivaient et qu'on pouvait... parce que moi, le discours dans ma famille, c'est que c'est pas un métier quand même. Et donc en fait, j'avais les blogs BD qui avaient l'air de me prouver que si, c'était un peu potentiellement un métier. Et c'est aussi ce qui m'a donné la confiance pour me dire, ok, bah, je vais aller à fond là-dedans parce que j'aime dessiner et parce que je peux peut-être en faire quelque chose. Et Voilà. comment ça s'apprend les réseaux? Est-ce que ça s'apprend d'ailleurs? Bah, du coup, Est-ce que au ouais. cours de ton parcours universitaire, vous aviez eu des cours là-dessus ou Des pas cours du tout? d'Instagram, pas de cours Bah d'Instagram. moi Non. j'en voudrais si ça existait. Non, pas du tout. Bah, ça s'apprend en consommant des réseaux, je crois aussi. C'est que du coup, bah, voilà, moi quand j'ai eu Internet, bah, les gens postaient de la BD sur Internet, donc j'ai regardé comment ils postaient de la BD sur Internet, et j'ai eu envie de faire pareil. En fait, en troisième, j'avais un blog BD et j'essayais de raconter des trucs dessus, et c'était en imitant à 100%. Et ça a évolué parce que, bah, en fait, des gens faisaient des choses différentes sur Internet. Et moi, au bout d'un moment, une spécificité, c'est que je me suis aussi lancée sur YouTube. Et du coup, c'est parce que je consommais YouTube, parce que je voyais des gens qui racontaient leur vie et tout ça, que je me suis dit, ah, mais ça a l'air marrant. Moi aussi, j'aime bien filmer, j'ai envie de montrer ça. Et du coup, sauf que ma spécificité, c'est que ma vie est très tournée autour du dessin. Donc, voilà. Ok. Et donc il y a à partir de, enfin l'année dernière, tu me disais que tu avais fait Ouais. que de la bande dessinée. Ouais. Du coup, tu as eu un moment de bascule avec la sortie d'un album qui t'a permis de... En fait, bah, l'illustration, il faut beaucoup, beaucoup travailler pour que ça soit stable aussi. Ouais. Mais au bout d'un moment, moi j'avais sorti mes 2 premiers albums qui étaient Heidi au printemps et Wonder Pony à très peu de temps d'écart. Et c'est des albums que j'avais préparés directement après mes études. Et donc en fait, c'est un moment où j'avais du temps puisque j'avais pas encore de travail. Donc je Ok. les avais préparés à ce moment-là. Et je les ai sortis un peu après. Mais ensuite, j'ai été prise dans un truc de commande à l'infini. Et il y a eu un moment où j'ai dû me dire, en fait, là, ça fait un moment que je travaille tout le temps. Ça fait un moment que je fais pas ce que j'ai envie de faire, qui est quand même de la bande dessinée. Donc, il a fallu que je mette en pause tout ce qui était travail de commande. Et ça a mis du temps, même juste pour remettre la pause, parce qu'il y a des engagements. Et voilà. Et pour enfin pouvoir me lancer sur des scénarios et pour pouvoir retravailler dessus. Et c'est pour ça que l'année dernière, bah, c'est le moment un peu où mes dossiers ont été acceptés, c'est le moment où tout s'est retrouvé à ce moment-là, quoi. L'alignement des étoiles Exactement. ou des planètes. Moi, il y a un truc que j'ai trouvé incroyable dans ton travail, c'est notamment la diversité des styles graphiques qui doit demander mais énormément de temps de recherche. Je me demande comment tu t'en sors, moi. Bah, c'est aussi parce que ça m'amuse en fait. Je trouve ça plus stimulant de me demander au début d'avoir un peu un travail de direction artistique de bon tel livre j'ai envie que c'est ce ton-là, etc. Donc par exemple pour Wonder Pony, je voulais que ça soit un espèce de comics, c'est une super héroïne tout ça. Donc je suis partie sur un dessin qui est un peu plus rond et un peu plus punchy, un peu plus manga. Sur mon dernier album qui parle d'une femme de 60 ans qui se questionne sur sa relation à long terme, ça n'aurait pas été un graphisme si adapté. Et donc je trouve ça chouette de à chaque fois re-questionner tout, et ça permet aussi de ne pas s'ennuyer. Et ça vient un peu de l'illustration où bah, un jour on me demande un livre pour les enfants qui ont 12 ans sur les violences sexuelles, et le lendemain un livre pour ceux qui ont 5 ans et où c'est la fête. Enfin voilà, donc il y a un truc de toute façon ça fait partie du métier et c'est quelque chose qui m'amuse dans le métier aussi. Ok, très bien. Et nous passons maintenant... Oula, à Théo. Et Théo, je vais te confier les commandes. Alors moi, j'avais préparé ça, je vous Bonjour tout montre le quand monde. même. Ciao. Hop, les albums de Théo, quelques planches de Théo, des recherches de Théo. Et maintenant, je switch pour aller vous montrer ceci, qui est la présentation que Théo a fait. Voilà. Est-ce que tu peux les mettre avec juste une image Ah non, tu as mis les deux. Ok, pas de problème. Alors, pas au de début, problème. oui. Et Ça après... va, ça va. Bonjour tout le monde. Moi, là, c'est quelle année 92, les années du lycée. On s'y connaît Et, à peu près autant en réseau, je crois. Non, Non non, 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 non. Parce que moi, je suis pas terrible. Hein. Et voilà, ça, c'est une de mes premières BD. Donc, pour illustrer mon parcours, j'ai pensé voilà, de suivre évidemment mon développement. C'était déjà ma passion à l'époque. Et évidemment, entre les trois, je suis le boomer papier, le vieux boomer italien. Donc, vous allez excuser mon français en plus.
Et voilà, truc papier très classique. Il n'y avait malheureusement pas de blog à l'époque. Et bon voilà, j'étais là en train de faire plus ou moins tranquillement mes trucs, début des années 90. Et un ami m'a parlé d'une façon très classique. On était en train d'aller à Florence et il m'a dit, écoute, je sais que tu aimes bien dessiner, tu fais des blagues, des bandes dessinées. Et moi, je viens de lire qu'il y a une école des bandes dessinées à Florence. On l'appelle les fumetti chez nous, mais c'est voilà, c'est la bande dessinée. Et ce sont des dessins à peu près de mes 3 années d'école. Ça m'a permis de voir que ma passion en tant que lecteur, c'était en fait un vrai boulot. Mais justement, j'étais là en train de faire plus ou moins tranquillement mes trucs, là aussi. Et une autre amie m'a parlé d'un atelier d'illustration à Florence. Et en fait, bon, c'était là 98. Et je suis allé là tranquillement avec ma copine de l'époque, une illustratrice très douée. Donc normalement, moi, je ne pensais pas d'avoir des possibilités ou même d'être illustrateur. Moi, je me considérais en fait juste un dessinateur des BD. Et là, tu étais sorti de l'école déjà à cette époque-là. Voilà, c'était la fin de l'école et ça m'a permis, la surprise c'était qu'en fait l'atelier cherchait un dessinateur noir-blanc, classique, réaliste. Moi j'ai commencé à faire, j'ai essayé quand même de faire des figures correctes et qui connaît la suite de ma carrière va reconnaître un peu les milieux historiques, quoi. Donc les détails, on a peut-être 4-5 personnes, illustrateurs qui travaillaient dessus, encore une fois, pas des logiciels, pas de Photoshop, mais juste du papier et de l'aquarelle, de l'aérographe, ce genre de choses. Et ça m'a permis de développer énormément ma technique et évidemment d'apprendre des choses, de faire des recherches. Bon, voilà, il y avait les architectures et tout ça. Je vais laisser tomber et j'étais encore une fois tranquille. Mais il y avait des amis qui venaient ici chez vous, Angoulême, surtout Angoulême, Festival d'Angoulême, qui revenaient en Italie avec plein des albums volés là-bas. Ouais. Et plein de choses volées avec les yeux. Et tous les lecteurs, les maisons d'édition incroyables, les auteurs, Mébius, Delaby aussi, plein du monde. Et là, ils m'ont juste proposé de faire un test pour une série qui s'était déjà prête, déjà signée, c'est-à-dire niveau des scénarios. C'était juste les dessinateurs qui manquaient. Moi, j'ai fait un test plutôt moche, mais c'est bien passé. Et voilà, c'était les Troncs d'Argile, une série en 7 tomes qui c'était en fait mon premier contact avec votre beau marché des bandes dessinées. Et bien sûr, j'ai pris énormément des choses et c'était mon début de mon rencontre avec vous, avec les publics. Mais voilà, j'étais là, et j'ai demandé à mon éditeur chez Delcourt s'il y avait par hasard une autre série à dessiner en parallèle. J'étais tellement naïf à l'époque de penser d'arriver à les faire, non, de séries en parallèle. Moi, il m'a dit, il y a ce mec qui s'appelle Jodorowsky qui vient d'arriver chez nous. Il a ses projets historiques, après les Borgia de Manara. Ça va s'appeler Les Papes Terribles. Moi, j'ai dit, OK, ça va. Je connaissais déjà, en fait, Jodorowsky grâce à L'Ancal et d'autres choses. Donc, mais là aussi, c'est passé pratiquement par hasard. Et c'est ça qui m'intéressait de montrer. Ce sont des planches naturellement réalistes, plutôt travaillées,
un scénario particulier, voilà, à la Judo, l'histoire, la biographie de Jules II, les papes terribles. Pour encore une fois, j'étais là avec mon portable à côté qui, à un moment donné, il y avait un appel de la part des éditions d'Argo. Malheureusement, Philippe Delabie venait de manquer. Et ils m'ont proposé de reprendre Murena, qui est peut-être quelqu'un entre vous, surtout les messieurs qui attendent la dédicace, qui sont obligés à être là et qu'on est plutôt bien. Et voilà la tête des cochons qui a marqué mon arrivée, ma reprise de la série. Et quelle belle tête de cochon. Voilà. Encore plus travaillé, mais toujours dans les milieux de la BD historique. Évidemment, la pression était là pour faire un bon boulot. Et voilà, plein d'actions. 3 albums sortis déjà. Et voilà, on arrive à maintenant. Exactement là, avec l'écran. Voilà. Et bah quel parcours quand même. À partir de quel moment tu as réussi à vivre de la bande dessinée, toi, assez tôt du coup dans ton parcours? Alors, de la bande dessinée, j'ai commencé 2004-2005, donc on peut dire bientôt 20 ans de carrière. Ouais. Okay. J'ai eu de la chance, je pense, de commencer au bon moment. 2006, c'était avant déjà la crise, tu sais, de la surproduction, donc plein de problèmes qui sont arrivés pour les maisons d'édition, pour les auteurs, et donc voilà, c'est bien passé, heureusement. Très bien. Donc tu n'as jamais eu besoin alors besoin, je ne sais pas si c'est un besoin, mais par exemple d'œuvrer sur les réseaux sociaux pour te faire connaître, toi, par contre? J'ai eu mon moment de passion pour les blogs, mais c'était pour montrer mon travail papier. Donc ça n'a jamais fonctionné à l'envers pour moi. C'était un plus pour le public. Un plus pour rencontrer mon public, bien sûr, pour rigoler, pour plein de choses, pour voir suivre les collègues, apprendre des choses, les genres des choses que j'ai appris à l'école des bandes dessinées. Je pense que maintenant, pour les jeunes, c'est beaucoup plus facile, plus rapide, peut-être pas facile à comprendre car il y a énormément d'informations, donc à processer, c'est pas facile, mais tu peux pratiquement tout connaître à propos des auteurs qui on aime et pour suivre voilà, leur boulot. Très bien. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à nous interrompre, on va passer au petit 2. Tout va bien? Bonjour à tous les trois. J'ai une question pour Théo, particulièrement concernant Murena, parce que je suis un lecteur de la première heure de Murena, du tome 1, donc avec Delabie et Dufaux. Et quand, forcément, quand vous avez repris la suite de Murena, je voulais savoir, pour trouver votre public, est-ce que vous avez hésité d'abord à prendre la suite de Delabie sur Murena? Et comment avez-vous fait pour réussir à trouver votre public chez Murena? À vous dire, ça, je vais faire ça pour m'approprier la série. Parce que vous arrivez dans une série qui était déjà bien installée. Et voilà, c'était mes 2 questions. C'est bon. C'est bon? OK. C'est une bonne question. Il y avait un très grand public déjà installé là. Et en fait, je n'ai pas jamais pensé de rendre les publics de Murena les miens. J'avais juste envie de faire mon truc, de proposer ma version personnelle de Murena. D'une façon plutôt humble, j'ai toujours pensé que c'est une situation, comme vous savez très bien, particulière, avec la perte d'un dessinateur énormément regretté. Donc, je savais déjà que c'était impossible de remplacer Philippe Delabie. Voilà.
soit les côtés artistiques, soit les côtés émotifs, c'est-à-dire l'amour de ces lecteurs. Donc, j'ai laissé tomber, je suis arrivé à laisser tomber plutôt bien ce genre de défis, car il y en avait déjà d'autres plutôt forts. Donc, c'est surtout les publics des Murena, voilà. C'est les publics des Murena, c'est comme une équipe de foot. Peut-être les dessinateurs vont changer, mais l'équipe est toujours là. Donc, je pense que c'est une bonne métaphore pour m'expliquer. Et on déborde un peu sur le troisième point, le rapport au public. Mais moi, j'ai juste envie de savoir, t'as pas eu peur des réactions? La réaction du public. J'avoue que Est-ce que c'est un truc que tu t'es j'étais posé assez mûr pour laisser tomber les réseaux, c'est-à-dire aller voir les critiques de chaque lecteur. Ici et là, peut-être mes yeux sont tombés sur quelqu'un qui, librement, il disait non, moi j'arrête là, ce n'est pas du Delaby, c'est normal. Ça a fait partie de mon procès. Je suis grandi là-bas. C'était le genre de pression que j'étais prêt à relever, mais que c'est pas si facile aussi. Donc oui, il y a eu des moments des difficultés, pas de véritables crises et pas en raison du public, surtout qui en fait a été très très gentil avec moi. Ok. Alors, afin de passer à mon petit 2, moi j'aimerais qu'on s'intéresse aussi un petit peu, je vais passer le micro à Marc dans un premier temps, j'aimerais savoir, au vu de vos diverses expériences, mais je m'adresse plus précisément à Marc, comment on fait pour débuter en bande dessinée au vu de ton expérience? Qu'est-ce que toi tu donnerais comme conseil à un jeune auteur? En fait, moi j'ai vraiment pris énormément de temps parce qu'au départ c'était pas mon but. Je ne voulais pas devenir auteur de bande dessinée. C'est à force de sortir des livres que je me suis dit, mais en fait, ce serait bien d'en faire mon métier. Donc, c'était pas après la nostalgie de Dieu, c'était bien plus tard. Ouais, c'était plus tard parce que comme je disais tout à l'heure, en fait, avec mon style de dessin, je me disais, c'est pas possible d'en vivre. Parce que en fait, vivre de la BD, c'est extrêmement difficile. Beaucoup d'auteurs et d'autrices passent par la presse, par l'illustration, etc., parce que ce sont des revenus plus réguliers. Et donc je me suis dit, ok, je fais de la presse et de l'illustration, mais avec mes bonshommes bâtons, je vais pas aller très loin. Mais il y a quand même un moment donné où je me suis rendu compte qu'il y avait un engouement après ma première bande dessinée, il y avait quand même eu un public et qui voulait savoir ce que je faisais encore après et tout. Donc c'est valorisant, c'est flatteur et puis ça booste aussi un petit peu. Et donc j'ai continué à présenter mon travail sur Internet. Pour moi, c'était vraiment la chose la plus importante parce que ça permettait de continuer, peu importe ce qui arrive, même si mes livres ne se vendaient pas, j'étais là, je continuais de travailler, de poster des choses assez régulièrement. Et si ce que je faisais plaisait, il y a un moment donné où je récolterais quelque chose. Donc finalement, tu as presque une communauté qui te suivait avant que tu sois auteur de bande dessinée, quoi. Et c'est ça qui t'a donné envie de Ouais, poursuivre. mais en fait, j'avais une toute petite communauté pendant des années et des années. Et puis, j'étais vraiment à deux doigts de laisser tomber. Je m'étais dit, ok, je vends quasi rien, j'ai une petite communauté, mais c'est pas ça. Il n'y a pas énormément de retours, donc c'est beaucoup de travail pour finalement très peu de feedback. Je vais faire mon dernier livre, mon espèce de chant du cygne, parce que je suis une espèce d'auteur romantique du 19e siècle. Et donc je me suis dit, maintenant je vais me lâcher, je vais faire exactement ce que j'ai envie de faire. Je vais aller reprendre tous les trucs que j'ai écrits sur mon disque dur et que je voulais proposer à d'autres dessinateurs et qui n'ont jamais trouvé preneur. Et je vais faire mes petits gags moi-même. Et je vais assumer une bonne fois pour toutes de faire des bonshommes bâtons et je vais le revendiquer en fait. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé à trouver ce gaufrier en 4 cases avec des fonds unis, avec des couleurs pop, que je me suis dit, tiens, ça fonctionne plutôt bien. C'est aussi quelque chose qu'on peut reconnaître facilement quand c'est partagé sur Internet.
Et donc je vais faire mon dernier livre comme ça, je vais m'éclater. Si ça se trouve, ça se vendra absolument pas, mais au moins je me serai amusé. Parce qu'on a tendance par moment à tellement vouloir plaire aux gens que on fait des compromis tout seul et on se dit, on imagine ce que les gens attendent et donc on fait pas exactement ce qu'on voulait. Et au final, ça se vend quand même pas et on s'est même pas amusé sur le bouquin. Donc je me suis dit, là, si c'est un bide, au moins je me serais amusé à le faire et j'aurais fait le livre que je voulais. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé, mes strips ont commencé à être partagés de façon un peu plus Exponentiel. ouais, exponentielle auprès de gens qui ne les partageaient pas habituellement. Et donc je suis passé par exemple sur Twitter, j'avais genre 600 personnes qui me suivaient. Il y a eu un dessin qui a bien marché, qui a été pas mal partagé, et puis qui est passé sur un site qui s'appelle Topito, qui fait des tops de tout et n'importe dessinateurs. quoi. Voilà, c'est ça. Et là, en quelques jours, je suis passé à 10 000 personnes qui m'ont suivi sur Twitter. Donc pendant des années, j'ai réussi à avoir 600 personnes qui me suivaient, et en une semaine, j'ai eu 10 000. Et en fait, c'est ultra injuste, parce que on peut pas prévoir ça. En fait, on peut bosser autant qu'on veut. Si c'est pas partagé par les bonnes personnes au bon moment, si on n'arrive pas au bon moment, c'est très compliqué. Et donc là, je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, c'était le bon moment, tout a fonctionné, le style était le bon, les messages étaient les bons, l'humour était le bon, et il y a tout qui s'est mis en place. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir vraiment énormément de retours et des sollicitations de la presse, etc. Donc c'est ce qui m'a vraiment permis en fait de rebondir et de me donner un second souffle à une carrière qui avait à peine débuté, quoi. Je vivotais de ça et c'est ce qui m'a permis de devenir vraiment auteur à plein temps. Joli barreau d'honneur quand même. Ben oui, franchement, je suis vraiment content. Et ce qui est marrant, c'est le lendemain du jour où je me suis dit, c'est décidé, j'arrête la bande dessinée. J'ai eu l'idée de faire ce livre ab absurdo avec des strips un peu absurdes. Donc je suis passé vraiment du rien au tout, quoi. Et je suis content d'avoir persévéré comme ça. Et du coup, conseil aux auteurs, persévérer, s'amuser et se foutre de ce qu'on va penser. Oui, c'est ça. Surtout, en fait, ce qu'il faut, c'est toujours rester fidèle à soi-même, rester honnête avec soi-même. Bien sûr, on évolue, bien sûr, on change sa manière de travailler, voilà. Mais en fait, je pense que les gens sentent quand il y a de l'honnêteté dans le dessin, quand on n'essaye pas de ressembler à quelque chose ou de plaire à tout prix. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti. Donc vraiment rester honnête avec soi-même. Et si on croit vraiment en ce qu'on fait, il faut y aller, quoi. Parce que il faut pas attendre que quelqu'un vous dise allez, viens, je vais t'aider, je vais être ton mécène. Non, il y a un moment donné, il faut un peu provoquer la chance, en fait. On peut jamais savoir quand ça va arriver, mais si on ne fait rien pour que ça arrive, en fait, ça n'arrivera pas. Donc, il faut à tout prix produire du dessin, mettre sur Internet, se faire connaître de cette façon, mais sans trop non plus se fatiguer, sans se mettre en burn-out, alors qu'il n'y a pas de vrai enjeu, puisqu'on n'est pas payé ou quoi. Enfin, c'est du dessin gratuit qu'on fait. Et vraiment essayer de garder un équilibre. Et à partir de ce moment-là, on arrive à créer quelque chose. Et du coup, tout le moment où tu produisais que pour ton blog, du coup, tu arrivais à gérer comment ton temps, combien de temps t'y consacrais? Est-ce que par exemple, tu avais des règles en disant bah non, je vais pas faire n'importe quoi, je vais pas faire, je sais pas, 5 heures de travail pour rien ou pour pas être payé? En fait, au début, donc j'avais un travail à côté, donc je travaillais en rentrant, je faisais des dessins en rentrant quand j'avais des idées. Le truc, c'est que je voulais pas produire pour produire, en fait. Je dessinais des choses parce que souvent c'était des trucs un peu politiques ou sur l'actualité, et je voulais pas dessiner juste pour dessiner. Je voulais dessiner quelque chose si j'avais vraiment une idée que je trouvais intéressante. Et donc au début, je faisais ça pendant mes temps libres, et puis quand j'ai commencé à en vivre, ça m'a permis en fait de déployer beaucoup plus de temps pour développer ça, et c'est là que c'est parti, quoi. Je pense que mon travail à côté
était une espèce de frein parce que je savais que de toute façon, j'allais être payé à la fin du mois. Donc, je voulais pas risquer plus, en fait. Et c'est quand je me suis retrouvé sans salaire que je me suis dit, bon, ben, maintenant, il faut se sortir les doigts et on y va, quoi. Et en fait, on est sans salaire, mais on est avec beaucoup plus de temps. Et ce temps, il faut effectivement l'utiliser pour essayer d'évoluer, quoi. Ok. Même question pour Marie, enfin une question un petit peu différente. Alors déjà, j'aimerais aussi t'entendre donner des conseils, si jamais tu en as, pour les jeunes auteurs. Et j'aimerais aussi savoir, en gros, ton travail sur les réseaux, enfin ta présence sur les réseaux. Est-ce que déjà on peut apparenter ça à de la communication ou pas ? Bah, je sais pas trop parce que moi, du coup, comme je disais, je suis sur les réseaux depuis que je suis adolescente et ça a été fait avec un peu d'innocence au début aussi où j'étais juste, bon, bah, je veux faire comme les grands et raconter ma vie, quoi. Et c'est vrai que je viens d'y repenser, mais quand je me suis mise sur YouTube, l'élément déclencheur, c'est quand même que je sortais ma deuxième bande dessinée, qui était une bande dessinée pour les enfants de 8-12 ans à peu près. Et j'avais ce cliché en tête que c'était les enfants qui regardaient YouTube à ce moment-là, donc Wonder Pony. Et je me suis dit, j'avais cette envie de faire des contenus vidéo parce que ça m'intéressait, mais c'est vrai qu'il y a quand même eu un truc déclencheur de... Et en plus, je sais comment ça marche de sortir un livre, il n'y a pas toujours énormément de suivi de la part de l'éditeur, donc en fait, je vais faire ma propre communication sur cet album-là. Et voilà. Et le fait est que j'ai eu tort parce qu'en fait, les gens qui m'ont regardé, c'était des adultes et qu'ils n'ont pas acheté mon livre pour autant. Mais néanmoins, il y avait un peu cette idée de faire de la communication. Après, aujourd'hui, moi, je continue à partager ma vie, à beaucoup partager sur les réseaux sociaux et j'ai des gens qui me suivent. Je ne sais pas à quel point, comme j'ai fait beaucoup de jeunesse, ça n'a pas tant d'impact en réalité parce que donc c'est pas forcément les gens qui me suivent qui achètent mes livres, mais sur le dernier livre, ben je vois que malgré tout ce temps que j'ai passé à partager des choses, il y a quand même un retour où beaucoup de gens viennent parce qu'ils me suivent sur internet. Mais après c'est un peu spécial parce que du coup c'est pas forcément un public qui lit tant de bandes dessinées. Moi j'ai plein de gens qui viennent pour la première fois en dédicace de bande dessinée. Ce qui est chouette, c'est pas un défaut, mais du coup c'est encore un autre public qui est assez différent. Et est-ce que tu crées du contenu pour alimenter tes réseaux, par exemple ? Bah, quand c'est des dessins, non, c'est juste que moi je dessine pour moi et donc je les mets sur les réseaux sociaux. Après, quand c'est de la vidéo, c'est fait exprès pour les réseaux. Ouais. Mais j'essaie quand même de faire une production qui m'intéresse et je me dis, enfin, je peux pas réfléchir en termes commerciaux. En plus, par exemple, je ne commercialise pas du tout cette partie de ma vie. J'ai beaucoup d'abonnés sur YouTube, mais je ne suis pas payée pour faire des vidéos sur YouTube. C'est vraiment en plus. Et ouais. C'est un peu dur parce que je pense que si je le faisais dans un but de communication et de promouvoir mes livres, ça se sentirait et je pense que ça serait moins bien reçu. Ok. Mais tu as soulevé une question hyper intéressante aussi sur le fait que les éditeurs font pas toujours le taf et en gros, ça vous rajoute notre métier en fait à faire en plus de la compta, je vous rappelle, à faire en plus de la déclaration URSSAF et compagnie. Du coup, c'est un peu essentiel. Et du coup, pour un jeune auteur, toi, tu conseilles allez-y, faites-vous connaître par les réseaux, quoi. Oui et non, parce qu'effectivement, c'est aussi très frustrant de se rendre compte qu'on est édité par des gros éditeurs et qu'en fait, toute la communication elle repose sur nos épaules et que les gens qui me lisent, ils me lisent parce qu'ils connaissent mes réseaux sociaux à moi. Au bout d'un moment, il y a un peu un truc de pourquoi je travaille avec des éditeurs qui sont censés, eux, m'apporter un public. Donc en fait, c'est pas juste et c'est frustrant. Après, toi, tu es peut-être chez Exemplaire, non ? Ouais. Et donc aujourd'hui, il y a quand même des manières d'éditer qui peuvent peut-être mieux s'articuler avec ce travail gratuit qu'on fait à côté. Mais honnêtement, moi je le fais parce que ça m'amuse, mais je suis un peu scandalisée parfois. Et je sais que je me retrouve parfois avec des éditeurs ou des éditrices qui me demandent subtilement de faire des posts sur les réseaux pour parler de mon livre. Et je suis là, bah non. Toi aussi, Marc ? Oui, on sent en fait, à partir du moment où on va sortir une BD et puis qu'on commence à parler marketing, on sent très vite quand le marketing va reposer sur nous, sur nos réseaux en fait. Et comme dit Marie, en fait, c'est hyper injuste parce que c'est pas notre taf à la base. Il y a des gens qui sont payés pour ça dans des maisons d'édition.
Et en fait, on se retrouve à devoir assurer ça en plus, sans être payé plus, mais c'est du temps qu'on utilise et qu'on ne pourra pas utiliser pour autre chose, pour un autre projet personnel ou pour notre vie, tout simplement, parce qu'on a aussi une vie privée. Et donc, on le voit venir assez facilement. Il y a des maisons d'édition qui ont vraiment des super équipes marketing. Et puis, il y en a d'autres où on sent que ce qui est intéressant pour eux, c'est aussi le nombre d'abonnés qu'ils peuvent voir sur Instagram et combien ils peuvent toucher. Alors qu'au final, moi, je vois une différence sur les livres que je fais tout seul et les livres que je fais en tant que scénariste. En fait, la communauté que j'ai sur Instagram me suit vachement sur les livres que je fais tout seul. Parce qu'il y a mon trait qui est reconnaissable et ils me suivent et c'est l'humour qu'ils ont l'habitude de voir. Mais tout ce que je fais avec d'autres personnes qui sont moins connues, pas avec Si, parce qu'avec Si, elle a sa propre communauté, donc c'est différent. Mais quand je bosse avec d'autres artistes, en fait, cette communauté-là ne suit pas forcément. Et ce qui est dommage quand l'éditeur base sa com et son marketing sur ma communauté. Ouais. Parce que en fait, du coup, non seulement eux, ils vont pas suivre, mais ils vont pas ramener de nouveaux lecteurs et de nouvelles lectrices et un public et donner un public à cette bande dessinée. Donc c'est à ses limites aussi. Et ça serait bien que certains éditeurs s'en rendent compte. Et il n'y a aucune maison d'édition, à ma connaissance, qui rémunère ce travail de communication que vous effectuez autour des livres? Alors si, donc moi j'ai sorti une bande dessinée dans la maison d'édition Exemplaire que Marie a citée. En fait, c'est pas qu'on est rémunéré pour faire la com. Il y a quelqu'un aussi qui fait de la com chez Exemplaire, mais c'est qu'on a un meilleur pourcentage sur les ventes des livres. D'accord. Ce qu'on considère comme une forme de rémunération sur le travail qu'on fait en plus. Parce que c'est vrai que c'est basé sur des financements participatifs. Donc pour ça, il faut il faut animer un peu sa communauté et leur donner envie en fait, de participer au projet. Et donc ça, c'est du temps aussi qu'on met dedans, mais c'est du temps qu'on récupère sous forme pécuniaire parce qu'on a un meilleur pourcentage. Alors que certains éditeurs qui prennent donc un gros pourcentage, justement parce qu'ils sont censés avoir des équipes marketing, etc., pour aider à vendre le livre, n'utilisent pas ça pour faire des campagnes marketing utiles. Et là, du coup, on fait du travail gratuit. Donc ça commence à évoluer un petit peu. Oui, et s'ajoute aussi la question du matériel que vous devez payer? Oui. Juste, moi, ça m'est arrivé sur une suite de négocier parce que justement, j'avais fait beaucoup de communication sur un premier tome, par exemple, et de dire, en fait, j'ai quand même fait toute cette communication sur le premier tome, donc ça serait bien d'augmenter l'avance. Donc, c'est pas, les postes sont pas rémunérés tels quels, mais au moins, j'arrive un peu à monétiser le truc parfois. À s'y retrouver, quoi. Un peu. Bon, à s'y retrouver, j'irai peut-être pas jusque-là, mais voilà. Mais oui, effectivement, en termes de matériel, ça veut dire aussi qu'on doit être polyvalent, que moi j'ai un super appareil photo pour faire du bon contenu vidéo. Je crois que t'allais là-dessus. Ouais. Et la question se pose vraiment parce que sans aller jusqu'à rémunérer ce temps-là, alors moi je trouve qu'il devrait être rémunéré, mais au moins mettre à disposition le matériel adéquat, ce serait juste la base, peut-être. Oui. Une piste. Et Théo, est-ce que tu aurais des conseils pour des jeunes auteurs en devenir qui voudraient se lancer dans la bande dessinée? Non, non, je rigole. Aucun. Pas arrêtez. Ah. Non. Vous faites pas mal. Bon, alors les conseils, c'est moi, ce que j'ai essayé de souligner dans mon petit truc là, c'était cet espace mystérieux de tranquillité, non? C'est-à-dire, comme Marc disait aussi, de faire un peu son truc à soi. Laisser tomber, des fois il faut des crises pour laisser tomber des envies trop précises dans notre tête et faire justement ce qu'on a envie de faire. Bien sûr qu'on va publier sur les réseaux, bien sûr que seulement notre grand-mère va commenter, en plus elle n'aime pas peut-être. Et voilà, ce sont les difficultés qui aident à... Il faut un petit moment pour retrouver ces gens de tranquillité pour dire, OK, moi, c'est important, c'est que j'ai envie de raconter. Après, laisser que
c'est vous vers les publics, mais c'est vrai, à mon avis, c'est vrai le contraire aussi. De faire son propre truc et laisser que ça va grandir avec des temps naturels, quoi, des développements. Très souvent, l'envie d'arriver, c'est les poids les plus compliqués à porter, en fait. Voilà. Donc, c'est pas facile, mais essayer de laisser tomber au niveau stress aussi, c'est important de trouver sa propre tranquillité. Et voilà, c'est ça mon conseil. C'est un bon conseil. Maintenant, moi, j'aurais aimé avoir un petit peu plus d'infos. On en a déjà parlé un petit peu sur, pardon, sur le public et ton rapport au public notamment. On a dit que bon, toi, tu avais eu un public qui venait d'abord d'une série que tu as récupéré un peu. Et ça fait quoi d'avoir un public attentif et attentiste? Est-ce que ça met... Alors, on en a déjà un petit peu parlé, mais j'aimerais revenir là-dessus et poser la question ensuite à nos autres camarades. Du coup, ça met un peu la pression. Tu as eu de stress sur quelle série, par exemple? Est-ce que tu as eu des retours négatifs de public? Est-ce que ça t'a mis mal des fois? Est-ce que ça t'a aidé à continuer? Est-ce que ça t'a aidé à t'améliorer? Pourquoi pas? Quel est ton rapport avec ton public? Alors là, je préfère de raconter en fait ce qui m'a vraiment poussé à faire de la bande dessinée dans ma vie. Et c'était mon premier rencontre voilà, avec mon public et le public de la BD franco-belge. C'était à Puteaux 2006. Moi, d'une façon très très naïve, je vais terminer mon premier album sans rien savoir, mais rien du tout. Voilà, ces systèmes de maisons d'édition, les publics, les dédicaces. C'est quoi les dédicaces? Je suis tombé là, à Paris pratiquement, et c'était un véritable choc. L'intérêt du public qui me demande des dédicaces, plein de dédicaces, des informations sur les planches, les originaux. Donc, et là, j'ai vu que j'ai passé la nuit sans arriver à dormir, en fait. Quand c'était, oh là là, là, c'est vraiment quelque chose de très important que j'aimerais développer. Donc, c'est sûrement la véritable essence qui m'a permis de construire ma carrière. C'était l'attention du public. Il faut avouer que en fait, on vit pour ça surtout. En fait, je pense que, je ne sais pas pour Marie ou Marc, mais à un moment donné, quand on était gamin ou gamine, on fait notre truc sur le papier, il y a quelqu'un qui nous dit mais bravo, vas-y, c'est fini, non? C'est impossible d'arrêter. Mais moi, ce que je trouve hyper intéressant et ce que je vous admire pour ça, à vous, auteurs et autrices, c'est j'ai l'impression qu'il faut trouver un espèce d'équilibre entre réussir à se faire plaisir et à la fois donner au public ce qu'il a envie parfois. Et est-ce que, par exemple, Marc, est-ce que toi, tu fais des trucs pour ton public? Enfin, comment ça se passe en fait? Comment ça s'articule ce rapport? Moi, je fais ce que j'ai envie de faire en espérant que ça trouvera son public, en fait. C'est, comme je l'expliquais, j'ai suffisamment essayé de faire des trucs qui n'étaient pas moi, pour lesquels je me suis forcé. Maintenant, j'ai passé cette période-là où je me suis cherché, où j'ai tenté des trucs, et maintenant, en fait, je fais ce que j'ai vraiment envie de faire. Et je me dis, de toute façon, si ça plaît à un éditeur, tant mieux. Peut-être que ça trouvera son public, peut-être pas, c'est des choses qui peuvent arriver. Encore une fois, on sait que on va sortir une BD ou même un dessin sur Instagram. Selon le moment où on va le sortir, ça n'aura pas le même succès. Alors, le moment, ça peut être une date, une saison, une année, comme ça peut être l'heure de la journée, quoi. Donc en fait, il y a tellement de facteurs différents que si on commence à essayer de tout prendre en compte, en fait, on perd le plaisir et on se met beaucoup trop de pression et on sait plus ce qu'on veut raconter. Donc pour moi, le but vraiment de faire de la BD, c'est de raconter des choses, c'est d'exprimer des idées et c'est ce que je fais sur mon compte Instagram.
Et notamment, je ne me force pas à faire des dessins quand je n'ai pas d'inspiration ou quand j'ai pas envie d'en faire. Ça, c'est un truc que je peux faire maintenant, que j'ai quand même un public, que je bosse pour différentes maisons d'édition. Mais c'est un luxe du coup dont je profite maintenant. Parce que pendant des années, j'ai énormément posté, j'ai beaucoup plus été à la merci de la réaction des gens. Maintenant, je me dis, je poste quand j'ai envie de poster quelque chose, quand j'ai une idée que je trouve intéressante. Et je suis toujours hyper content d'avoir les retours positifs, etc. Mais je ne le fais plus forcément pour ça. Tu t'astreignais à poster tous les jours? Presque tous les jours, ouais. Mais si bien que, en fait, surtout comme je parle d'actualité, etc., au bout d'un moment, en fait, j'ai eu l'impression de tourner en rond. Et c'est moi-même qui ai décidé d'arrêter le dessin d'actu pur parce que je ne retrouvais plus ce que je voulais faire à la base. Je produisais parce qu'il y a des deadlines. Donc le lundi et le jeudi, il fallait que le dessin arrive au matin à la rédaction. Et tu dois réagir comme ça sur un sujet d'actualité brûlant dont tu connais pas grand-chose. Et tu dois faire un dessin et donner un avis et une opinion. Et par moments, j'avais juste rien à dire. Enfin, on ne peut pas être spécialiste en tout, on ne peut pas avoir des choses hyper intéressantes à dire tout le temps. Et je devais produire des dessins qui ne servaient, qui ramenaient que de la cacophonie au débat, quoi. Et là, je me suis dit, bah, j'arrête. J'ai d'autres projets en tant qu'auteur de bande dessinée, sur des histoires plus longues, etc. Mais je vais me concentrer là-dessus. Et en fait, j'ai dit la majeure partie de ce que j'avais à dire en termes de dessin d'actualité. Pour le reste, je vais prendre beaucoup plus de recul pour sortir des bouquins qui seront beaucoup plus réfléchis que du dessin qui est quand même très rapide, qui sort très rapidement. Et je sais aussi qu'il y a de toute façon plein d'autres auteurs et autrices plus jeunes qui, eux, arrivent, qui ont aussi des trucs à dire et qui, eux, ne sont pas au bout de leurs idées. Donc autant laisser cet espace médiatique à ces personnes-là que moi continuer à encombrer cet espace alors que je n'ai pas l'impression d'avoir des trucs utiles à dire. De peu d'espace médiatique, ouais, consacré à la BD. Classe. Et je voulais vous poser une question aussi, alors plus précisément pour Marie et Marc aussi, parce que vous avez connu des petits virages dans votre carrière. Alors je pense plutôt à Marie, le fait que tu passes d'un album clairement adulte, que tu fasses des détours du côté de la jeunesse pour revenir à un récit un peu plus adulte. Est-ce que ton public, alors je sais qu'il n'est pas un et entier et indivisible, mais est-ce que ton public parfois t'a reproché ou quelle réaction il a quand tu changes complètement de style et de genre d'histoire et même de public finalement? En fait, moi, ma première bande dessinée, elle est sortie en 2017 et j'avais pas beaucoup de gens qui me suivaient en dehors d'autres dessinateurs de bande dessinée ou quoi. Donc, j'avais pas un public adulte. Mais t'avais pas une communauté qui suivait par exemple tes illustrations? C'était petit, c'était vraiment pas grand-chose. Voilà. La petite commu. Une petite commu. Et donc ensuite, j'ai sorti 2 albums jeunesse. Et c'est vrai qu'il faut faire ce qui nous fait plaisir. Et moi, j'adore faire de la jeunesse. Mais il y a un truc un peu frustrant où personne ne lit correctement de la jeunesse. En fait, il n'y a pas un vrai travail critique de la bande dessinée en jeunesse. Alors déjà, la bande dessinée classique, c'est pas énorme, mais alors en jeunesse, vraiment très peu. Et c'est vrai qu'en plus, moi, les gens qui me suivaient achetaient un petit peu mes albums, mais presque pour me faire plaisir. J'avais l'impression il y avait un truc de c'était pas pour eux précisément. Et du coup, c'est vrai que de faire de la bande dessinée adulte, il y a quand même eu une espèce de j'ai senti dans les retours des gens qu'ils étaient contents que enfin je fasse un truc adulte, quoi, quand même. Enfin, un truc sérieux, ouais. C'est ce qu'ils disaient. Et en vrai aussi, même dans la bande dessinée, en fait, mes albums jeunesse, c'est comme s'ils comptaient pas, alors que c'est quand même des albums qui existent, qui ont été sélectionnés. Enfin bon, bref, mais ouais, la jeunesse, c'est un peu dur pour ça. Donc c'est vrai que malgré tout, tu peux avoir une frustration, même quand tu fais ce que tu veux, quoi. Et des albums qui ont été récompensés? Récompensés, non, ils ont été tous les 2 en sélection à Angoulême, mais pas récompensés. Ok. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est vrai que c'est un peu le revers. C'est-à-dire que Instagram, notamment, ce sont des adultes qui sont en majorité sur ce réseau. Et quand on sort du jeunesse, en fait, contrairement à une bande dessinée adulte, on a très peu de retours. C'est-à-dire qu'on termine l'album est envoyé dans les librairies et puis plus rien.
soit de temps en temps on est en festival ou quoi, et là on a une partie du public, mais c'est même pas toujours évident d'avoir des enfants qui viennent aux dédicaces parce que en fait ça les intéresse pas spécialement, ou ils sont hyper timides, et donc parfois on les traîne, enfin voilà. Et donc les retours que nous on attend en tant qu'auteur et autrice, en fait c'est beaucoup pour ça qu'on fait, c'est recevoir une espèce d'amour en retour qui permet de se booster pour continuer à bosser. Moi je sais qu'à chaque fois que je vais en festival et que je rencontre les gens, après je suis ultra motivé, je me dis mais il y a vraiment des gens qui suivent ce que je fais, qui apprécient, qui comprennent ce que j'ai voulu exprimer, et c'est hyper valorisant. Dans la jeunesse, c'est beaucoup plus compliqué. Parfois, on fait des rencontres avec des classes, etc. Mais tous les enfants n'ont pas forcément lu la BD. Donc eux, ce qui les intéresse, c'est de rencontrer un auteur ou une autrice de bande dessinée, mais ils s'en foutent un peu de ce que vous avez fait. Et puis parfois, dans des moments d'intense bonheur, on a une classe où les enfants ont travaillé sur la BD, ils l'ont lu ensemble, ils ont fait des exercices dessus et tout. Et là, c'est vraiment super parce qu'ils connaissent la bande dessinée et ils vous donnent leur retour. Mais sinon, c'est très compliqué, c'est très solitaire en fait comme métier, la BD jeunesse. La jeunesse serait ingrate. Ouais, franchement, moi je trouve ça assez ingrat. Oui, alors le public n'est pas ingrat parce qu'un enfant qui aime votre BD, si vous le voyez, il va vous le dire tout de suite. Et un qui n'aime pas va vous le dire aussi tout de suite. Mais en fait, on a très peu de moments pour recevoir ces retours des lecteurs et des lectrices. Alors qu'en fait, on fait ces BD-là justement parce qu'on pense aux mômes qu'on était. Je pense, Marie, tu es d'accord. 100%. Et on a envie de les voir réagir à tout ça, de les voir s'émerveiller devant les BD. Et en fait, on n'a rien de tout ça. Donc, il y a un côté très frustrant. Après, c'est vrai que les retours sont... par contre, à chaque fois que tu as un retour un peu d'enfant qui est... là, c'est des super retours. Mais c'est vrai aussi. Mais je parlais aussi en termes dans la profession, tu vois. Et c'est normal, hein, mais... Ouais, t'es un peu tout seul, t'as pas d'opinion, même d'autres personnes qui font de la BD ou quoi, parce que c'est de la jeunesse et que c'est un peu mis de côté malgré tout. Donc, ouais. Est-ce que vous avez des questions avant que je pose ma dernière question? 5 minutes. Je t'en prie. Est-ce que je peux avoir un Axel Collin magnifique, s'il vous plaît? Ou un Axel Collin magnifique? Ah ouais, il faut l'applaudir. Hein. C'est quelqu'un d'incroyable. Je vais la poser ici, comme ça sera plus pratique pour vous rendre le micro. Mais j'ai une question qui n'est pas forcément nécessairement dans le thème de ce dont vous discutez, mais qui est quand même survenue dans mon esprit. C'est au niveau du blocage artistique. Si ça vous est déjà arrivé, si c'est quelque chose qui est difficile à gérer ou facile pour vous. Et comment ça a joué dans votre carrière artistique, par exemple? C'est à peu près tout. Merci. Okay. Merci beaucoup. Merci. Moi, du coup, je vais parler pour moi, mais j'ai pas trop de blocage sur le dessin parce que, en fait, le dessin, c'est vraiment un truc que je vais faire sans réfléchir pour moi. Par contre, j'ai eu beaucoup de fois des blocages sur les histoires au moment d'écrire, et parce que c'est des blocages qui sont générés par le fait que j'ai peur et que je me mets beaucoup de pression, parce que écrire, pour moi, il y a un truc vraiment plus grand que moi, où après on est confronté à la littérature et tout ça, et du coup ça me fait très peur d'écrire. Et à chaque fois, je pense que les blocages, j'ai l'impression que c'est toujours qu'il y a trop de pression. Et moi, ce qui m'aide, c'est juste d'avoir des deadlines, parce qu'au bout d'un moment, quand tu es obligé de faire le truc, tu finis par écrire ton truc et tu n'as plus le choix. Et donc c'est parti, et tu peux plus te juger autant que tu le ferais normalement. Je sais pas si... Est-ce que vous avez d'autres questions, messieurs, dames? Eh bien, on va terminer avec ces 2 questions. Il y en a une là, et après, le temps imparti sera révolu. Oui, c'est une question pour Marc d'abord, parce que vous parliez de ça tout à l'heure, mais on peut généraliser. Tout à l'heure, vous disiez que ça avait été compliqué parce que vous imposiez des trucs au départ, en fait, à savoir publier tous les jours, produire. Mais et il y a un moment donné où vous avez dit stop, passez à autre chose. Donc ça, ok, mais est-ce que finalement, et paradoxalement, ça vous a pas forgé aussi à choisir ce que vous vouliez faire et justement à servir finalement votre carrière, quoi? Oui, tout à fait. Mais en fait, je disais que je me forçais, mais je me forçais pas vraiment. Parce que si j'avais pas eu des choses à raconter ou à exprimer, je l'aurais
pas fait, je pense, en fait. C'est parce que j'en ressentais le besoin. C'était des moments d'actualité très intenses, comme on en connaît depuis une grosse dizaine d'années, où j'avais besoin d'exprimer des choses. Et c'est des choses en fait que je ne retrouvais pas forcément dans le débat public. Et du coup, c'était une manière pour moi d'exorciser un peu tout ça. Et donc pendant toute une époque, j'ai eu un foisonnement d'idées et de choses à dire, et qui se sont estompées au fur et à mesure. Et c'est en fait au fur et à mesure où, au début, je me forçais un petit peu, et puis j'ai finalement accepté l'idée que, en fait, c'est pas grave si j'ai moins de choses à raconter maintenant. Laissons la place aux autres. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce que quand on a l'habitude de faire partie de ce petit débat public sur Internet, on a toujours un peu la peur d'être oublié, que les gens ne s'intéressent plus à votre travail ou ne vous suivent pas sur ce que vous faites à côté. Donc il faut accepter aussi ça. Mais je ne me suis jamais vraiment totalement forcé à poster très régulièrement. C'est aussi beaucoup parce que j'avais des choses à raconter. Là où je me forçais, c'est si par exemple j'étais un peu fatigué ou j'avais moins de temps, mais j'avais quand même envie de dire quelque chose. Donc je me forçais et je me disais, bon, tant pis, je vais prendre un peu sur ma fatigue et je vais quand même faire poster le dessin. On prend la toute dernière question et après on va devoir céder la place. On parle de trouver un public, mais est-ce que vous, de votre côté, comment vous avez fait pour trouver votre éditeur? Parce que j'ai l'impression que souvent les auteurs et illustrateurs se font trouver, mais il n'y a pas beaucoup d'histoires de qui a trouvé quelqu'un. J'y vais, ok. Pour trouver un éditeur, c'est ça? Ouais. Moi, de manière assez classique, c'est vrai qu'en fait, quand on est très visible sur Internet, les éditeurs ont quand même tendance à nous approcher pas mal. Donc, moi, assez vite, comme je publiais beaucoup de dessins, de bandes dessinées, j'avais des éditeurs qui me parlaient un petit peu. Et sinon, après, de manière classique, en fait, il faut écrire un dossier. On fait un petit dossier où on met des planches, on met un pitch et on l'envoie. Et il y a aussi des moments où tu peux rencontrer des éditeurs. Moi, j'avais pas mal fait ça au début, au Festival d'Angoulême. Il y a des éditeurs qui sont là, des éditeurs, des éditrices, et qui sont précisément là pour trouver des nouveaux auteurs, nouvelles autrices. Et moi, j'avais fait des rendez-vous et ma première bande dessinée, c'était un éditeur que je connaissais un peu via Internet, mais en fait de représenter dans un cadre un peu plus professionnel et de le montrer aussi à plusieurs éditeurs. Ça motive toujours un éditeur quand il y en a un autre qui est motivé pour publier, en fait. C'est toujours ça l'astuce un peu. Donc voilà, un mélange comme ça, et plus on monte son travail et plus on peut trouver. Et il y a pas mal de festivals qui proposent notamment des speed editing, je ne sais pas si tu connais. Speed editing, principe du speed dating, mais pour rencontrer ton éditeur. Et d'ailleurs, on organise ça. Donc j'espère que tu as pris ton travail. Super. Du coup, on va devoir clore cette magnifique table ronde. J'aimerais, avant, que ceux qui veulent un petit ticket pour la dédicace de Théo lèvent la main. Et c'est le magnifique Axel Collin qui va distribuer. Que aux gens qui disent merci. Comment tu veux procéder? Ah ouais, ok, ça marche. Eh ben merci à tous, un triomphe pour les auteurs, s'il vous plaît.